Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Médecine à travers les siècles. Collection dirigée par le Dr Xavier Rio. L'objectif de cette collection est de constituer une histoire grand public de la médecine ainsi que de ses acteurs plus ou moins connus, de l'Antiquité à nos jours. Si elle se veut un hommage à ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité, elle ne néglige pas pour autant les zones d'ombre ou les dérives de la science médicale. C'est en ce sens que, conformément à ce que devrait être l'enseignement de l'histoire, elle ambitionne une vision globale et non partielle ou partiale comme cela est trop souvent le cas. Dernière parution. Xavier Rio, Napoléon Ier et ses dentistes, 2016. Philippe Cherperel, Albert Calmette. Jusqu'à ce que mes yeux se ferment, 2016. Philippe Cherperel, Pietro d'Abano. Médecin et philosophe de Padoue à l'aube de la Renaissance, 2016. Bernard de Marsangy, La psychiatrie vécue au XIXe siècle. Lettre à Louisa, 2016. Isabelle Cavé, État, santé publique et médecine à la fin du XIXe siècle français, 2016. Julien Marmont, L'odontechnie ou l'art du dentiste. Poème didactique et descriptif en 4 chants, dédié aux dames, 2016. Patrick Pognant, La folle clinique sexuelle du professeur P. De la belle époque aux années folles, 2016. Michel Chauvin, Le geste qui sauve. L'étonnante histoire du défibrillateur cardiaque externe, 2016. Henri Lamandin, Dr Albert Calmette, 1863-1933. Pasteurien et co-inventeur du BCG, 2016. Xavier Rio dire, Médecine à travers les siècles. Entre rencontres et découvertes, 2015. Xavier Rio, Et si la Seconde Guerre mondiale nous était racontée autrement, 2015. Mathieu Ressac, Les médecins de l'assistance médicale en Indochine 1905 à 1939, 2015. Thomas Ferrante, Petit lexique bucco-dentaire de proverbes et autres expressions 2015. Jean-Claude Ponce, Jumeaux et jumelles. Représentation dans l'art et les sciences de l'Europe moderne 1492 à 1789, 2015. Michel Agermain, musicien célèbre malade. Pourrait-on les sauver aujourd'hui, 2015. Isabelle Cavé, Les médecins législateurs et le mouvement hygiéniste sous la Troisième République, 1870 à 1914, 2015. Jean-Pierre Martin, oculariste et yeux artificiels. De l'Antiquité au XXe siècle, 2015. Hubert Bieser, Les soldats aliénés à l'asile de Villévrard. Mars 1915 au décembre 1918, 2014. Henri Lamandin, François-Joseph Talma, 1763 à 1826, dentiste et acteur favori de Napoléon Ier 2014. Elsa Combet Ruitet, Caractéristiques dento-crânio-faciales des homininés 2014. Vincent Bouton, De nez à nez. Histoire du nez 2014. Xavier Rio et Philippe Brousseau, Odontologie médico-légale et serial killers. La dent qui en savait trop, 2014. Serge Kernbaum, à la stream. L'homme et la variole, 2014. André-Julien Fabre, Les médecins de Venise, 2014. Régis Nessim Sachs, De médecins juifs du Xe au XVIIe siècle, 2014. Roland Brunner, La folie à Rome, 2014. Apolline Trioulaire, Sainte Apolline, sainte patronne des dentistes et de ceux qui ont mal aux dents, 2014. Pauline Ledent, L'art dentaire en Égypte antique, 2014. Frédéric Dubrana, L'expérience chirurgicale. De la vivisection à l'expérimentation, 2013. Henri Lamandin, Les deux Jussieu, Une famille de botanistes au XVIIIe et XIXe siècle, 2013. Dédicace. À Lucienne et René Perrin. À Marie-Antoinette et Gabriel Reich. In memoriam. À Isabelle. À nos enfants et petits-enfants. Véronique. Louane et Célia. François-Xavier et Marie-Emmanuel. Clémence, Constance et Martin. À nos proches. La chaîne de l'espoir. Injustice, misère, détresse, partout dans le monde, ces mots s'incarnent à travers le destin de milliers d'enfants en souffrance. Présidé par le docteur Éric Chesson, et fondé en 1994 par le professeur Alain Deloche.
La chaîne de l'espoir est devenue au fil des années un réseau d'excellence et d'expertise médico-chirurgicale, un acteur de santé engagé dans l'accès aux soins et à l'éducation des enfants qui en sont privés aux quatre coins du monde. Chaque année, 100 000 enfants bénéficient de ces programmes de soins et 5 000 d'entre eux sont opérés. 11 000 enfants bénéficient de ces programmes d'aide à la scolarisation. Opérations d'enfants en France ou lors de missions lorsque cela est réalisable. Projets hospitaliers et transferts de compétences pour donner à chaque pays les moyens de soigner ses enfants. Son combat pour sauver des vies et son engagement ne sont possibles que par une chaîne de vie aux multiples maillons faite de générosité, énergie et compétences. Sauver des enfants aujourd'hui pour construire le monde de demain, tous ensemble, nous pouvons relever le défi. www.chaîne-delespoir.org. Les droits d'auteur et une somme forfaitaire de 5 € par exemplaire vendu seront versés par l'Harmattan à la chaîne de l'espoir. François Reich. Préface. Le poids d'une civilisation comme celle de l'Égypte pharaonique dans l'histoire de l'homme tient à l'envergure des progrès des connaissances qu'elle sut concevoir et à son ancienneté. Il n'existe aucun doute sur la dette contractée par l'Europe à son égard, déjà reconnue par Hérodote et Diodore, ce qui conduit à faire de la civilisation égyptienne un objet d'investigation sur le processus de connaissance qu'elle représente. Comme les anciens Égyptiens se sont intéressés avec compétence au corps humain, il n'est pas étrange qu'un clinicien contemporain se mette à apprendre la langue de l'Égypte pharaonique pour avoir accès par la suite à ce type de documents, pour lesquels il possède une préparation directe. Ainsi, l'élaboration d'une histoire de la connaissance devient-elle un essai sur l'homme comme artisan des mêmes formes de connaissance, et par la suite sur ces formes de connaissance auxquelles conduit la documentation que nous ont léguée les Égyptiens, et qui a par chance été récupérée par les hasards de l'archéologie moderne. Même si les manuels de médecine les plus complets qui ont été retrouvés remontent au milieu du 2e millénaire AV. J.C., il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont l'héritage, au moins en substance, d'une science transmise par voie orale et peut-être déjà inscrite sous une forme schématique, qui aurait germé dans les mêmes siècles qui virent ériger les pyramides jusqu'à toucher le ciel. Si le pharaon avait une existence pérenne parmi les dieux, il est extrêmement probable que ces sujets pouvaient recevoir des soins pour soulager leurs souffrances. Théologie, science et éthique posèrent les bases d'un savoir impérissable, oublié seulement en apparence par l'obsolescence de ces outils de communication. Ce n'est pas pour rien qu'un unique architecte, Imhotep, fut révélé par la tradition comme le maître de l'architecture et de la médecine. L'étude du corps humain ne se limita pas à considérer seulement l'aspect sanitaire, mais tenta d'explorer la physiologie des organes, de comprendre leurs connexions, comme l'explique la théorie de la respiration et de la circulation sanguine, sans négliger les implications métaphysiques. La doctrine de la création au moyen de la parole dans la très ancienne théologie memphite se fonde sur le lien entre la langue et le cœur dans lequel était placé l'esprit du démiurge. On entrevoit donc une structuration systématisée de la connaissance que l'on peut à bon droit qualifier de scientifique. Le manuel que constitue le papyrus Smith lui-même se présente sous la forme d'une étude de cas ordonnée et exhaustive et d'une méthode d'examen, preuve d'un long processus de réflexion et de catalogage non seulement dans son domaine, mais aussi dans l'enregistrement des espèces vivantes. En dehors de l'étude anatomique, l'architecture du corps humain constitua la base pour les mesures et le calcul, tout d'abord au moyen d'une relation de proportionnalité entre ses différents composants, tête, tronc, membres, et d'un rapport numérique de leur cohérence. Le corps humain, compris comme la réunion de différentes parties, chacune avec des caractéristiques propres requérant une expertise spécialisée, ophtalmologue, dentiste, proctologue, détenait une valeur spéciale active qui influa directement sur les évolutions de la construction linguistique. Non seulement il existait un pluriel distinct pour les parties paires, yeux, oreilles, bras, mains, etc., mais la présence de termes se référant à la personne humaine pouvait introduire des changements dans la structure grammaticale de la phrase. La vision de l'art figuratif n'était donc pas séparable de la physiologie des parties représentées, et sa manifestation avec le début du style artistique rend vraisemblable une datation pour les différentes expérimentations sur le corps humain, le début du 3e millénaire AV. J.C., quelques siècles avant l'époque des pyramides, une tradition encore conservée par Manéthon.
Le lien entre art et science médicale est patent dans le cas des mutilations, nez, oreilles, conçues pour priver de vie les figures humaines elles-mêmes restituées en haut et bas-relief. Si l'unité de l'ensemble échappait encore, comme le suggèrent les momies pour la plupart vidées des organes internes, la pathologie se concentrait sur les parties douloureuses, yeux, dents, sans pour autant négliger de possibles agents pathogènes internes. La médecine égyptienne fut en effet une science curative, de nature avant tout pratique. Le support théorique servait à connaître le fonctionnement du corps humain pour surtout en affronter les pathologies, et s'appuyait sur une description précise des symptômes, de cas manifestement vécus, à laquelle succédait la recherche de remèdes, elle aussi en syntonie avec la compréhension que l'on avait de la nature. La pharmacopée provenait non seulement des résultats d'expériences qui puisaient parfois aux sources d'une tradition complexe, mais cherchait aussi à établir des liens pour expliquer les propriétés thérapeutiques. Ils apparaissent parfois similaires aux mécanismes de la magie égyptienne, mais souvent la ressemblance est due seulement au mécanisme du raisonnement. Par exemple, pour les Égyptiens, substance et dénomination ne faisaient qu'un, de sorte que les relations établies au niveau lexical devaient être également valables pour l'efficacité des remèdes. Il ne fait en revanche aucun doute que la science ou l'art médical des Égyptiens fut beaucoup plus profond et élaboré, et qu'il ne suffit pas de le confronter au progrès de la médecine contemporaine pour en comprendre toutes les ressources et les potentialités. Alors que dans le cas des pyramides nous pouvons affirmer posséder les produits les plus achevés de la technologie de l'époque, les écrits médicaux qui nous sont parvenus, quoique soignés et précieux comme ils sied à un art supérieur, ne sont probablement pas dans l'absolu les meilleurs exemplaires, mais ils nous font seulement imaginer la qualité extraordinaire des ouvrages médicaux présumés qui n'ont pas été conservés. Ce n'est pas un hasard si les temples étaient les lieux où se pratiquait l'art de la médecine, placés sous protection divine. Les médecins égyptiens constituent la seule catégorie de savants dont l'action fut expressément requise dans d'autres pays, éloignés de l'Égypte, où était parvenue leur renommée, retentissante dès Homère, Odyssée 4 229 à 32, et qui perdura du deuxième millénaire av. JC jusqu'à l'Empire romain. Le fait d'avoir fixé leur savoir dans des manuels de référence ne représente pas seulement le passage d'une science empirique à des préceptes vérifiables, mais en ennoblit la substance à l'instar d'un texte sacré et en avalise sûrement le pouvoir, tout en préfigurant la formation d'une caste. Dans la structure sociale, il n'existait pas de catégorisation des adeptes de la science médicale, mais ils étaient classés parmi les scribes et surtout parmi les meilleurs spécialistes de l'art de l'écriture parrainés par le dieu Thoth. Les écrits médicaux qui nous sont parvenus ont pour la plupart l'aspect de précis ou d'anthologie, partageant en cela le caractère de la littérature écrite pendant tout le deuxième millénaire av. JC, depuis les textes des sarcophages jusqu'au livre magique Ramesside. On discute encore de la catégorie d'opérateurs à laquelle on peut attribuer ces écrits, par exemple médecin, magicien, exorciste. La conception du papyrus médical Smith, en dépit de son inachèvement, pour la rigueur théorique avec laquelle il apparaît construit, à partir de l'analyse encyclopédique des composants du corps humain, en procédant dans l'ordre du crâne vers le bas, révèle principalement la base rationnelle de l'organisation organique et peut apparaître comme l'un des fruits les plus matures de la pensée scientifique. La tâche exigeante à laquelle s'est voué l'auteur n'a pas la prétention d'être un travail philologique, qui reste du domaine d'égyptologues chevronnés, mais comme les antiques papyrus, elle vise à la compréhension non seulement grammaticale du texte, mais aussi à l'acquisition clinique de données que seule la compétence avérée d'un médecin peut identifier ou suggérer. Il applique ainsi une connexion qui n'est pas commune dans les sciences humaines. La comparaison ne s'établit pas entre deux rédactions linguistiques différentes du même texte, mais entre la substance fruit de l'expérience d'une haute civilisation d'il y a près de 4 millénaires, et la vision contemporaine qui met l'accent sur le même sujet. Naturellement, l'interdisciplinarité doit éviter la scission, suivant laquelle les médecins croient plus aux médecins qu'aux égyptologues, H. Grapov, et permettre d'élargir la base documentaire en tenant compte du caractère provisoire de la connaissance à tout moment. La dimension de l'intérêt que suscite cette recherche se mesure à l'expérience professionnelle dont est doté celui qui s'est astreint à l'affronter. Il est inévitable que demeurent des zones d'ombre,
Aussi longtemps que la connaissance de la terminologie antique ne sera pas mieux appréhendée, ce qui n'est pas seulement une question lexicale, mais touche à l'un des plus grands mystères qui ont depuis toujours questionné l'homme, à savoir le corps que chaque individu possède. Parmi ceux-ci, l'aspect éthique, déjà fortement soulevé par les opérateurs égyptiens de tout niveau, n'a certainement pas été dépassé. Et même, la comparaison conduit sûrement à relativiser également les récents et considérables progrès de la médecine. Mais il existe encore un aspect qui n'a rien d'insignifiant, qui unit les médecins d'aujourd'hui à ceux qui nous apparaissent au travers des écrits médicaux antiques. C'est l'intérêt pour la culture humaniste, l'inclination pour la littérature et les belles-lettres. Grâce au travail de l'auteur, pour nous limiter au papyrus Smith, dans la précision terminologique rigoureuse, comme dans la richesse du lexique et l'appropriation du langage, on perçoit un goût pour la langue, une clarté dans la description, associée à une concision qui évite toute redondance, qui font accéder ces écrits à la haute littérature. Une telle efficacité s'observe aussi bien dans le traité de traumatologie du recto, que dans les écrits à la saveur magique, rapportés au verso. L'admirable capacité d'observation et de synthèse rappelle indubitablement l'aptitude des artistes à documenter la nature, mais reflète également l'importance conférée à l'acte linguistique par les civilisations de l'Antiquité comme instrument d'abstraction et de codification. Il s'agit sans aucun doute d'un vocabulaire spécialisé, y compris dans les formules répétitives, et cela en dit long sur l'élaboration d'une authentique science déjà en Égypte pharaonique, et explique également le prestige des médecins égyptiens à l'extérieur de leur pays. Le savoir des médecins égyptiens s'étendait naturellement de l'étude du corps humain et de ses maladies, au système de soins, avec une attention toute particulière portée à la pharmacopée, à la recherche de remèdes et à leur mise en œuvre. On remarquera de manière générale l'absence du surnaturel, quoiqu'il y eût de longues listes anatomiques qui plaçaient chaque composant du corps humain sous la protection d'une divinité particulière, pas toujours la même. De surcroît, les divinités sont invoquées, soit pour disposer elles-mêmes d'un corps comme celui de l'homme, tel le dieu Ta qui créa le monde avec la langue, ou le dieu Amon, qui écoute avec les oreilles, soit pour leur parrainage de la science médicale, Thoth, Sekhmet, Imhotep, sans compter les reliques divines, objets d'un culte qui se propagea à travers toute l'Égypte spécialement pendant le premier millénaire AV. JC, mais en général le surnaturel ne pollue pas la scène humaine. Bien qu'il ait été un homme de foi, la vision du médecin égyptien fut une vision laïque. Et cela y compris dans les cas extrêmes ou désespérés, où l'on avait recours à la divinité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.